Donc, comme je disais, on va terminer le chapitre 4 avant de commencer la petite section qui nous restait. Par exemple, j'aimerais ça faire un petit retour sur le dernier problème de base faible qu'on avait fait ensemble, juste pour se remettre dedans et revoir un petit peu notre logique de résolution de problème. Ça va prendre un petit 2-3 minutes. Ça va nous être utile aussi parce que le petit problème qu'on va faire tantôt va quand même ressembler à ça. Puis la logique de résolution de problème, c'est vraiment ça, la partie importante. Donc, quel pH d'une solution aqueuse de NH3, Kb est égal à 1,8 fois 10 à moins 5 et a une concentration de 0,0250 mol par litre. Quand on nous donne un problème comme ça, puis qu'on voit le composé qui est présent ici, la première chose qu'on doit faire, c'est aller bien l'identifier. Okay? Je vous l'avais dit au début du chapitre 4, la difficulté de ce chapitre-là, c'est pas du tout d'un point de vue mathématique. Vous avez vu la démarche qu'on fait, c'est la même tout le temps. C'est vraiment la reconnaissance de qu'est-ce que j'ai comme composé, qu'est-ce que j'ai comme substance initialement. Fait que ça, il y a plein de façons de s'en rappeler. Il y a quand même des structures qui sont assez souvent présentes, qui se ressemblent. Par exemple, les bases faibles, très, très souvent, on a l'azote qui est présent, qui est vraiment un élément qui est commun chez les bases faibles. L'azote ayant un petit doublet d'électrons qui est libre dans sa structure, mais il est capable d'aller capturer, d'aller chercher, faire une autre liaison avec un hydrogène. Donc ça peut être un indice pour reconnaître. Sinon, vraiment, à force de les utiliser, on est en mesure de reconnaître pas mal plus c'est qui des acides, c'est qui des bases, c'est qui des forts, c'est qui des faibles. Je vous ai donné une liste aussi des acides forts, je vous ai donné une liste des bases fortes. À force vraiment de travailler avec ça, vous devrez être en mesure tranquillement d'apprendre à les reconnaître. Sinon, il y a d'autres indices, comme par exemple, là, je vous donne une valeur de Kb. Bon, ben, dès qu'on a une constante d'acidité, c'est sûr et certain que c'est un faible. Là, je vous dis pas seulement que c'est une constante d'équilibre, je vous dis que c'est une constante de basicité. Je vous dis qu'on a un Kb. Donc, c'est sûr et certain que c'est une constante d'équilibre pour une base. Donc, il s'agit d'une base faible. Une fois qu'on a identifié qu'il s'agit d'une base faible, bon, ben là, le problème se résout avec la même démarche qu'on a vue, qu'on avait faite quand même une couple de fois là, mardi ensemble. Donc, notre tableau IRE, avec notre concentration initiale, on a des valeurs de plus X et de moins X, pardon. Petit rappel, nos plus X vont du côté qu'on a un 0, parce que je ne peux pas avoir 0 moins quelque chose, tandis que nos moins X vont souvent aller du côté des réactifs, parce que c'est là qu'on a une quantité initiale, ce qui nous donne ensuite notre équation en lien avec la constante d'équilibre. On pouvait aller vérifier l'approximation. Comment est-ce qu'on vérifiait cela déjà? Si on a une base, on doit faire concentration de la base divisée par constante de basicité de celle-ci, pardon. Et si on arrivait à une valeur qui était plus grande que 100, on pouvait considérer que le X était négligeable. Ce qui venait simplifier notre équation parce qu'on pouvait juste faire une petite racine carrée pour aller trouver une valeur de X. La dernière particularité avec les bases, c'est que la valeur de X qu'on trouvait à la fin, ben, c'était une valeur qui correspondait à ma concentration d'OH-. Donc, je ne peux pas calculer mon pH directement. Je dois commencer par passer par le calcul de mon pOH en faisant moins log de ma concentration d'OH-, ce qui me donne une valeur de pOH pour finalement trouver en valeur de pH 14 moins pOH, c'est-à-dire 14 moins 3,17 pour mon 10,83. Donc, cette démarche-là, c'est la même qu'on répète tout le temps, que ce soit un acide, que ce soit une base faible. La seule petite différence, c'est qu'au niveau de la base, on calcule le pOH à la place du pH en première étape à la fin. Cette démarche-là, ces étapes-là, votre objectif, c'est d'être en mesure de faire ça dans 2 à 3 minutes maximum pour un problème. OK? Ce qui devrait vous prendre un petit peu plus de temps ou sur quoi je veux que vous vous attardiez un petit peu plus, comme je vous ai dit au début, c'est de déterminer qu'est-ce qu'on a au départ. C'est quoi le composé? C'est un acide, c'est une base, c'est un faible, c'est un fort. C'est ça que vous devez prendre le temps de vous assurer que vous avez la bonne idée de départ. Après ça, la démarche, ben, si on a mal identifié ce qu'on a au départ, on ne peut pas faire après ça la bonne démarche. Fait que la démarche mathématique est assez simple, je pense. C'est pas problématique. Prenez le temps de
reconnaître. Trouvez-vous le truc, trouvez-vous des trucs, faites des exercices. Il n'y a pas des millions de façons pour ça. Il faut vraiment en faire, puis en faire, puis en faire, puis en faire. Vous allez voir, les composés se ressemblent tout le temps. Ça finit tout le temps par être pas mal la même chose, le même style de formule. Donc, aujourd'hui, il me semble que je dis souvent donc quand je suis en ligne. Il faudrait que je modifie un petit peu, je change un petit peu mes marqueurs de relation. Avez-vous des suggestions de marqueurs de relation? Si je pourrais dire puis, alors, ainsi, il faudrait que je me pratique. Là. Cela dit, c'est bon ça. Faut, je vais prendre en note. Cela dit, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce qui nous reste à voir comme petite section, c'est les propriétés acetobasiques des ions. OK? On avait commencé le chapitre 4 en parlant du concept de conjoint. En parlant du concept de couple, on se disait que toutes les bases avaient un acide conjugué, tous les acides avaient une base conjuguée. On pouvait relier ces composés-là dans une équation acido-basique. OK? Donc, le NH4+, ici, par exemple, qui est un acide conjugué, ben, c'est ce que moi j'appelle un ion conjugué. OK? Ces composés-là, ce sont des composés qui sont chargés, c'est pour ça qu'on dit que c'est des ions, puis ce sont des composés qui vont être en mesure, des fois, d'agir comme un acide ou comme une base. Okay? Dans ce cas-ci, par exemple, NH4+, ben, c'est un acide conjugué, mais il est capable d'agir carrément comme acide. Fait que si j'ai une solution avec du NH4+, ben, je vais avoir un pH acide. Donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait reconnaître les cas où est-ce qu'on a des conjugués, puis après ça, comment est-ce qu'on pourrait les traiter comme des acides ou comme des bases, avec la même démarche qu'on fait depuis le tout début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir me passer catégorie par catégorie. On va regarder, bon, mais les acides forts, qu'est-ce qu'ils fournissent comme conjugués, les bases fortes, qu'est-ce qu'ils fournissent comme conjugués, puis après ça, les faibles, qu'est-ce qu'eux fournissent comme conjugués. La première catégorie qu'on va regarder ensemble, ce sont les acides forts. Peut-être la catégorie la plus facile à regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on connaît, nous, comme acides forts? On a vu 5 acides forts ensemble qui étaient, qu'on s'est dit qu'on voulait, qu'on voulait apprendre, si on veut, ou reconnaître. On avait, bon, le classique HCl. On avait ensuite les deux autres acides avec les halogènes, fait HBr et HI. Après ça, on avait les deux oxacides forts. Donc, oxacide, c'est H plus un élément plus oxygène. Oxygène, acide, oxacide. On avait l'acide nitrique, donc HNO3. Et l'acide perchlorique, pardon, avec HClO4. Donc, ça, c'est nos 5 acides forts, pardon. 4, non, 1, 2, 3, 4, 5. Nos 5 acides forts que je vous ai demandé de reconnaître. Ces 5 acides forts-là vont nous fournir une base conjuguée, un ion conjugué qui va tout le temps agir comme ion spectateur. OK? On va se mettre en rouge pour nos bases conjuguées. Donc, HCl, une fois qu'il a donné son H+, mais il a perdu son H, fait que ce qui nous reste, c'est Cl, mais HCl n'a pas juste perdu son H, il a perdu un H+. Donc, ce qui va nous rester, ça va être Cl-. Même concept pour tous nos autres acides forts. Donc, HBr, sa base conjuguée, c'est Br-. HI, sa base conjuguée, c'est I-. HNO3, pardon, sa base conjuguée, c'est NO3-. Et HClO4, sa base conjuguée, c'est ClO4-. Donc, ces 5 acides forts-là, que vous avez en bleu, ont leur base conjuguée qui est présente en rouge. Donc, ces ions-là. Puis tous ces ions-là, ce sont des ions spectateurs. Ce qui veut dire que dans une solution, si l'ion qui est présent, c'est un de ces 5 ions-là qui est présent en rouge, ou plusieurs, en fait, que j'ai un mélange de Cl- et de Br-, par exemple, on s'en fout, ils vont agir comme ions spectateurs, puis ils ne viendront pas modifier le pH. C'est-à-dire qu'on va rester avec un pH neutre qui va avoir une valeur de 7. Donc, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être important de se rappeler de ces 5 acides forts-là, étant donné que si on les reconnaît, ben on peut après ça reconnaître rapidement nos ions conjugués, nos bases conjuguées, puis savoir qu'il n'y a aucune influence pour le pH par rapport à ça. Ce qui veut dire, par exemple, que si j'ai une solution qui possède
tout simplement comme ion le ClO4-3-, le NO3-, bon, ben, ça vient faire absolument rien. Ce qu'on se disait sur les ions spectateurs, là, c'est des ions qui sont présents en solution, mais sont littéralement spectateurs. Là. Ils sont là, ils mangent leur popcorn en regardant ce qui se passe autour, puis ils font rien d'autre. Ils ne participent pas activement à la réaction. On va nettoyer cette slide-là. Ce sera le fait que quand je change de slide, ça se nettoie automatiquement. Là, à chaque fois, il faut que je nettoie, il faut que je change de slide. Écoute, il y a des choses que ça dans la vie. Là. Je pourrais habiter à Laval. Hein. Donc, maintenant, allons regarder les bases fortes. Les bases fortes ont une petite particularité, ce qu'on s'est dit mardi après-midi, c'est que leur équation de dissociation est un petit peu différente de ce qu'on est habitué de voir. Au lieu de réagir avec de l'eau dans leur équation de dissociation, c'est tout simplement la dissociation d'un sel qui se produit en solution aqueuse. Si on prend NaOH ici, ben c'est un sel, j'ai un métal positif, j'ai des non-métaux, un ion non métallique qui est négatif, puis lorsqu'ils vont se dissocier, ben ces deux ions-là vont apparaître en solution. Donc, on a notre ion basique qui est présent ici, OH-, puis on a son contre-ion, son ion positif qui doit être présent pour avoir un composé qui est neutre, qui est le Na+. Bon, ben, ces contre-ions-là, ces ions métalliques positifs-là, qui vont apparaître dans les réactions de dissociation, sont aussi des ions spectateurs. Donc, nos ions positifs qui seraient présents avec nos bases fortes, donc par exemple Li+, ou par exemple Mg2+, bien, ces ions-là vont agir comme ions spectateurs et n'influenceront pas le pH. Ce qui veut dire, par exemple, que si je fais une solution de sel avec du NaCl, bien, cette solution-là de sel va me fournir deux ions. Ça va me fournir l'ion Na+. On vient de se dire ici, notre ion Na+, ben, c'est un ion métallique positif qui est ion spectateur, donc n'influence pas le pH. Mon autre ion, c'est l'ion Cl-. L'ion Cl-, c'est la base conjuguée de l'acide fort HCl. Les bases conjuguées des forts, ce sont des ions spectateurs aussi. Donc, si j'ai une solution de NaCl, ben, je vais avoir un pH de 7. Cette solution-là ne viendra pas influencer le pH de ma solution parce que j'ai deux ions qui sont spectateurs, j'ai deux ions qui n'influencent pas le pH. Vous m'arrêtez, c'est quelque chose, hein? Si vous avez une petite question, si vous voulez juste me dire salut, faire un petit commentaire, ou si je vais trop vite, ou si je vais trop lentement. I need your feedback, guys! Si vous me dites rien, moi je continue, puis je parle jusqu'à 10h30. Non, ça me donne pas 10h30, là. Vous allez voir qu'il en reste quand même plus tant que ça. On a presque fini chapitre 4. OK, maintenant, pour ce qui est des acides et des bases faibles, donc ce que vous avez comme composé dans les pages 369 et 368 et 369 de votre manuel, donc vos acides et bases faibles, ces ions-là, par exemple, ces ions conjugués-là vont être importants. Okay? Parce qu'à chaque fois qu'on a un acide ou une base faible, les ions conjugués vont être en mesure d'agir, eux aussi, comme une base ou comme un acide faible. Okay? Ce qui veut dire que les conjugués des faibles vont aussi être des faibles. Il y a quand même une certaine logique à ce qu'on vient de se dire. Les conjugués des forts vont tout le temps être des ions spectateurs, tandis que les conjugués des faibles, eux, vont tout le temps agir aussi comme faibles. Ce qui veut dire que si j'ai une solution avec un ion conjugué, ben, je vais avoir une solution qui va avoir un pH acide ou basique, tout dépendant de si j'ai un acide conjugué ou une base conjuguée. Si, prenons l'acide fictif qu'on avait vu mardi, par exemple l'acide HA, bon, ben, cet acide-là possède une base conjuguée qui serait la base conjuguée A-. Mais si j'ai une solution avec la base conjuguée A-, celle-ci pourrait aller faire une réaction de dissociation avec l'eau pour nous donner la réaction à l'équilibre qu'on a ici. Ce qu'on s'était dit, là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est quand j'ai un composé qui est faible, que ce soit un acide ou une base, bien ça, c'est une réaction qui est à l'équilibre. C'est une réaction qui est réversible. Fait que ça nous amène constante d'équilibre, ça nous amène problème IRE comme on est habitué de faire. Ce qui veut dire que ce que je vous dis il y a quelques instants, c'est que si j'ai une solution avec de l'ion A-, bon, ben, j'ai une solution à l'équilibre, j'ai donc une constante d'équilibre associée à ça, et je peux aller faire mes problèmes comme je fais naturellement. Mais on a un petit problème avant de commencer le problème d'équilibre. C'est que là, j'ai l'ion A-.
Ça, c'est une base faible. Donc, habituellement, quand on a un problème comme ça, ben, on sort le manuel, on s'en va voir à la page 368-369, on regarde c'est quoi notre valeur de constante de basicité pour cette base faible-là, puis là, on peut commencer le problème. Mais si on va voir dans notre manuel, on va se rendre compte qu'on n'a aucune valeur de constante de basicité pour nos bases conjuguées. On n'a non plus aucune valeur de constante d'acidité pour nos acides conjugués. Ce qu'on a, c'est les valeurs de constante d'acidité pour nos acides faibles normaux, c'est-à-dire pas conjugués. Puis on a aussi nos constantes de basicité pour nos bases faibles normales, c'est-à-dire pas conjuguées. Cependant, il y a une façon d'aller chercher la constante de basicité d'une base conjuguée ou la constante d'acidité d'un acide conjugué, puis c'est à travers la petite formule Ka fois Kb est égal à K de l'eau. Et la valeur de K de l'eau, c'est ce qu'on avait vu au début du chapitre 4, c'est égal à 1,0 fois 10 à la moins 14. Ce qui veut dire que si je veux trouver, par exemple, ma valeur pour la constante de basicité, bon, ben, je dois aller faire Kb est égal à 1,0 fois 10 à la moins 14 et diviser le tout par la constante de l'acidité du couple qui m'intéresse. Donc, si ici, je veux trouver la constante de basicité de A-, bon, ben, je dois aller faire Ka de mon acide AH. Donc, allez voir dans mon manuel, dans ma table de référence, c'est quoi la valeur de la constante d'acidité pour cet acide-là. Ce qui va me permettre de trouver ma constante de basicité, ce qui va me permettre d'aller faire mon égalité avec mon équation pour aller compléter mon problème. En résumé, les conjugués, on ne connaît pas sa constante, on doit passer par notre petite formule ici pour aller la trouver, pour être capable de compléter notre démarche. Ce qui veut dire que dès que je me retrouve avec un sel devant moi, ma première étape, ça va être d'aller identifier qu'est-ce que j'ai comme ion dans mon sel. OK? Je vous le dis depuis le début, j'ai l'impression que je me répète, mais c'est probablement parce que je me répète. La difficulté de ce chapitre-là, c'est d'identifier qu'est-ce que vous avez comme composé. OK? Prenez pas, quand vous commencez un problème comme ça, commencez pas par tout de suite, bang, j'écris mon équation, je commence le problème, prenez 2-3 minutes, regardez ce que vous avez, assurez-vous de bien démarrer avec le bon composé. C'est un acide, c'est une base, c'est un fort, c'est un faible, c'est un mélange, par exemple. Chapitre 5, on va commencer à voir les mélanges. Comment est-ce que je pourrais évaluer le pH d'une solution aqueuse de CH3, COO-Li, par exemple? Comment est-ce que je peux identifier que ça, c'est un sel? Bon, mais j'ai le mélange entre un métal, Li, et des terminaux en rose, et des non-métaux comme CH3, COLI. Ce qui veut donc dire qu'ici, j'ai un sel qui est composé de 2 ions. J'ai l'ion Li-, Li+, pardon, que je dis là, Li+. J'étais trop concentré à essayer de trouver ma bonne couleur. Et j'ai l'ion CH3, CO-. À partir de ces 2 ions-là, mais là, on peut réfléchir, on peut essayer de regarder est-ce que ce sont des conjugués de fort, des conjugués de faible? Si oui, qu'est-ce que ça va me donner comme ion? Mais on s'est dit les conjugués des forts vont agir comme ions spectateurs, les conjugués des faibles vont eux aussi agir comme acide ou base faible. Mais Li+, c'est un ion métallique positif. Les ions métalliques positifs agissent comme ions spectateurs. Donc, Li+, aucune influence sur le pH. Fait que lui, on peut carrément faire comme s'il n'existait pas, on l'oublie. Une fois que mon sel va se dissocier, je vais avoir des ions Li+ en solution, mais ils vont être spectateurs. Ils vont regarder le CH3CO-, faire ce qu'il y avait à faire, puis ils ne vont pas interagir là-dedans. Cependant, notre CH3CO-, bon, ben, lui provient de l'acide faible CH3COOH. Acide faible qui, une fois qu'il va avoir perdu son H+, dans mon équation, par exemple, de dissociation, CH3COH plus H2O, c'est à l'équilibre pour me donner CH3COO- plus H3O+. Donc, CH3COH, c'est un acide faible. CH3CO-, ça va être ma base conjuguée.
de CH3COH. Ce qui veut dire que dans ma solution aqueuse de CH3COLI, ben, l'ion CH3CO- va agir comme base conjuguée. Donc, je dois traiter ce problème-là comme un problème de base faible. Fait que je dois avoir ma valeur de Kobe, je dois être en mesure d'aller faire mon équation de dissociation, regarder ma concentration, faire mon égalité avec ma constante, aller isoler mon X, la même démarche qu'on fait depuis le début. Ce qui veut dire que dès que vous voyez un sel, première étape, on commence par le dissocier. Une fois qu'on l'a dissocié, bien, on regarde ce que chacun des ions séparément fait. Nous, dans le cadre du chapitre 4, on va juste regarder, on va juste voir les problèmes où est-ce qu'on a un seul des deux ions qui est actif. Là. On ne fera pas de problème où est-ce que nos deux ions sont, par exemple, j'ai deux ions qui seraient deux ions faibles, là, un mélange avec un acide faible et une base faible. On regardera ça. On ne regardera pas ça, on va juste se limiter à des problèmes où est-ce que j'ai un seul ion qui est actif, si on veut. Je pense que ce serait le temps de faire un petit problème pour s'essayer. Fait que si vous n'avez pas une petite feuille devant vous, poignez-vous ça. Assurez-vous d'avoir votre manuel pas loin pour être capable de regarder vos constantes de basicité ou d'acidité. Donc, on va faire l'exercice 4.7.3 ensemble. Quel est le pH d'une solution aqueuse de HCOONA à 0.1 mol par litre? On va juste faire le début, qui est la reconnaissance du sel ensemble. Puis après ça, je vous laisse démarrer pour commencer votre problème. HCOONA. Qu'est-ce que c'est ça? Na, ion positif, c'est un métal, donc on est en présence d'un sel. Ce qui veut dire qu'on doit aller le dissocier dans ces deux ions pour être en mesure de regarder qu'est-ce qu'on a comme composé. On a l'ion Na+, ion métallique positif, ça va agir comme ion spectateur, aucune influence sur le pH. Lui, on le laisse de côté. Notre autre composé, on a HCOO-, doit être négatif parce que Na est chargé positivement, étant un ion métallique. Donc, doit être négatif pour avoir une charge totale de 0 au final à mon composé. C'est son contre-ion. HCO-, c'est quoi? Bon, ben, c'est le conjugué de HCOOH, qui lui est un acide faible. Donc, on va avoir un sel qui contient la base conjuguée d'un acide faible, ce qui veut dire que HCO-, ben, c'est une base conjuguée. Oh boy, c'est pas un beau E, ça. C'est plus comme un genre de petit point. C'est une base, c'est un petit peu mieux ça, conjuguée faible. On doit traiter ce problème-là comme étant un problème qui contient une base conjuguée. Notre équation de dissociation, ça ressemblerait à quoi si HCO- c'est une base conjuguée? Ben, même chose qu'on fait depuis le début. On a notre composé plus de l'eau. Ça, c'est une base conjuguée. Donc, la définition d'une base, c'est un composé qui va aller capturer un H+. Donc, HCO-, une fois qu'il capture un H+, ben, son H va être présent. Donc, on est rendu à HCOH. Il va capturer aussi une charge positive. Donc, au départ, il y a une charge négative. Il capture une charge positive. Ben, à la fin, j'ai plus de charge qui est présente. Donc, HCOOH. Et OH-, qui est l'eau qui va avoir donné son H à HCO-, va devenir OH-. Donc, ça, c'est mon équation de dissociation pour démarrer mon problème. Après ça, bon, ben, on a notre tableau IRE standard. Je vous laisse compléter le tout à partir de maintenant. Fait qu'on je laisse un petit 3, 4, 5 minutes pour vous avancer. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, si vous voulez vérifier une réponse, vous pouvez juste lever la main, vous pouvez l'écrire dans le chat, puis on va répondre à ça ensemble ou en privé. Donc, on se reparle dans 3-4 minutes.
Est-ce que je vous laisse encore un petit peu de temps? Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que là, j'ai pas vraiment de feedback? Est-ce que vous voulez? J'avance un peu, je vous laisse encore 2 minutes. Êtes-vous encore là? Peut-être juste une petite étape, une deux petites étapes pour s'avancer, juste pour être certain qu'on est bien démarré. J'ai une petite question que ça vaut la peine, je pense, que je la partage. Dans le fond, comment est-ce que je sais avec quoi est-ce que je démarre mon problème, là? Comment est-ce que je sais que c'est bel et bien HC au moins que j'ai au départ? Euh, Dans le fond, mon composé qui va être présent ici initialement pour ma réaction, c'est le composé que j'ai dans mon problème. OK? Donc oui, ici, HC au moins, on se dit, bon, mais c'est la base conjuguée d'HCOH. Pourquoi est-ce que je ne partirais pas ma réaction, mettons, avec HCOH, puis ben, j'aurais mon produit HC au moins, puis ma quantité qui est présente? Ben, ce que j'ai comme composé ici, c'est du HC au moins. Donc, c'est lui qui va être présent puis qui va réagir avec l'eau. OK? On va tout le temps aller mettre notre composé qui est donné dans le problème comme réactif avec l'eau, puis nos produits qui vont être la suite de la réaction de notre composé avec l'eau. On a nos moins x, nos plus x, on a nos valeurs ensuite à l'équilibre, donc avec une fois qu'on a le plus x et le moins x. Maintenant, petit problème qu'on s'était dit, c'est qu'on ne connaît pas la constante d'acidité ou de basicité du composé conjugué. Là, ici, c'est une base conjuguée que j'ai, donc je vais devoir aller isoler KB avec mon équation avec l'eau. Donc, KB est égal à K de l'eau divisé par KA, ce qui me donne une valeur de KB de 5,56 fois 10 à la moins 11. Et bon, c'est un beau rectangle, ça. Ce qui veut dire qu'avec cette équation-là, je peux aller former avec cette valeur-là, je peux aller former mon équation pour être capable d'isoler mon X. Je vous laisse encore un petit 2-3 minutes avec notre équation ici. Vous pouvez aussi aller vérifier si votre moins X va être négligeable, là, même si c'est un conjugué. Puis après ça, on devrait être en mesure de compléter. Donc, on se reparle dans 2-3 minutes. Continuons. Après ça, on va être en mesure de voir nos consignes pour la vitamine C. C'est notre dernier petit problème là, pour le chapitre 4. On peut bel et bien vérifier confirmer que notre moins X est négligeable. Notre concentration de 0,1 divisé par la constante de 5,56 fois 10 à la moins 11, ça va nous donner quelque chose de très, très grand. On parle de quelque chose fois 10 à la moins 10, je parle. Fait qu'on est dans les dizaines de milliards et plus. Donc, oui, je pense que c'est en haut de 100. Ce qui vient simplifier pas mal notre équation. Fait que là, on a une valeur de x qui va correspondre à la concentration de OH-. Donc, première étape, ça va être le calcul du pOH
pour ensuite calculer notre pH en faisant 14 moins pOH pour une valeur de 8,37. Ça vient conclure notre chapitre 4. Après ça, vous devriez être en mesure de compléter le devoir 2 avec peut-être un problème là, ou une petite première partie du problème A qu'on n'avait pas encore 100% discuté. Je vous rappelle aussi que vous avez le document de notes de cours, là, le PDF un petit peu plus organisé, entre guillemets, si on veut, qui est présent sur Léa. Vous avez la vidéo aussi qui va être mise en ligne, donc plein de choses pour aller vous pratiquer. Je vous rappelle que dans le plan de cours modifié, vous avez la liste de numéros que vous pouvez faire pour vous pratiquer. Assurez-vous de rester quand même semi à votre affaire parce que on a quand même, l'examen final va arriver quand même très, très vite. Là. On est déjà à la fin de la semaine 9 cette semaine, ce qui veut dire qu'il nous reste 3 semaines avant, en théorie, la fin de la session et les examens finaux. Suite à ce qui a été dit cette semaine dans les conférences de presse de M. Legault, il semblerait qu'il est assez confiant qu'il pourra avoir un retour en classe au début mai. Est-ce que ça va inclure les cégeps? Ça, je ne le sais pas. On n'a pas encore eu de directive précise, nous, par rapport à ça. Mais compte tenu que c'est une possibilité, peut-être qu'on va être en mesure de faire un examen en personne là, par rapport à ça. Sinon, ben, sachez qu'on est en train de regarder là, plusieurs alternatives, les profs, sur comment est-ce qu'on pourrait faire un examen final en ligne de façon de façon efficace là, pour que ça soit un bon environnement pour votre réussite. C'est surtout ça notre plus grosse préoccupation. On ne veut pas que ça soit une façon super compliquée de s'organiser pour l'examen et que ça vous mette un stress supplémentaire. Notre objectif, c'est vraiment que vous soyez dans un environnement le plus calme et pas stressant et simple pour être capable de faire votre examen final. Dès qu'on a plus de nouvelles là-dessus, on se tient au courant, mais on garantit que c'est une possibilité qu'on ait un examen en personne comme un examen final. Peut-être qu'on va se revoir d'ici la fin de la session, gang, en personne. Moi, j'aimerais bien ça. Sinon, ça va aller à l'automne, mais moi, je ne dirais pas non pour voir la bine d'ici là. Donc, cela dit, on va arrêter l'enregistrement dès maintenant. En fait, non, on ne va pas l'arrêter parce que je veux qu'on fasse les consignes ensemble. Puis bon, tant qu'à le faire, je vais les enregistrer parce qu'on a quand même aussi plusieurs absents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'enregistrement du vidéo. Je vais arrêter de sharer ça quelques instants, qu'on voit ma tronche en gros. OK. Ma scène, un peu. Toi, viens-t'en en gros. OK. Partageons le vidéo. Donc, on va regarder la vidéo que j'ai mis en ligne sur l'expérience de la vitamine C. Je vais peut-être dire quelques petits commentaires. S'il y en a qui ne l'ont pas vu, ben, vous allez le voir. Il est disponible aussi, cette vidéo-là, donc vous pouvez aller le consulter. Vous allez avoir besoin, en fait, d'aller les réécouter parce que les résultats sont présents là-dedans. Ils ne sont pas affichés super longtemps. Là, on laisse pas l'image 7 ans des résultats. Fait que vous irez le revoir pour vous assurer de prendre en note les résultats pour les différentes expériences. Puis, moi, je vais fermer mon son, mais vous devriez entendre la vidéo qui se produit. Donc, je partage cela et on commence. Est-ce que vous m'entendez parler dans la vidéo, là? OK, ça veut dire que j'ai mal fait quelque chose. Tout va bien, tout va bien. On recommence, deuxième essai. Je pense que je sais ce que j'ai fait. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre petite vidéo, le prof de chimie qu'on fait pour vous, pour l'expérience sur la vitamine C. Donc, premièrement, on vous dit que ça va bien aller.
On est ici pour faire une série de petites vidéos qui vont, dans le fond, vous expliquer les différentes étapes de l'expérience, puis ça va vous donner aussi vos données pour être capable de faire votre rapport laboratoire. Donc, on commence tout de suite avec les étapes, les équations qui sont importantes. Pour avoir un aperçu général de ce que vous allez faire dans ce labo-là, en plus, ce qu'on va faire, ce que vous allez faire dans votre rapport, on va commencer par standardiser le I2, c'est-à-dire qu'on va déterminer la concentration de l'iode, ce qui va nous permettre, une fois qu'on connaît la concentration de l'iode, de faire le tirage de la vitamine C avec celui-ci pour être capable de trouver la concentration de la vitamine C. Et par la suite, faire un autre tirage acido-basique, qui va nous permettre de trouver l'acidité totale de notre jus. Revenons à la standardisation. Donc, on va mélanger du I2 avec du thiosulfate, qui est dans un rapport de 1 pour 2, bien important. C'est ça qui va nous donner l'apparition de I- et de S4O6-2-. Donc, au fur et à mesure qu'on va rajouter notre iode, on va avoir l'apparition de I2, de I- qui va se faire. Lorsqu'on va arriver au point de virage, ben, on n'aura plus de S2O3 qui vont être présents. Donc, on va se retrouver avec un surplus de I2. La réaction avec l'amidon va nous donner une couleur bleue. Donc, c'est la couleur qu'on va voir tantôt lorsqu'on va voir Daniel qui va nous faire son titrage. Pour ce qui est du titrage de la vitamine C, une fois qu'on connaît la concentration de l'iode, on refait la même manipulation, mais en remplaçant le thiosulfate par de la vitamine C. Encore une fois, au point de virage, on se retrouve avec un surplus de I2. Celui-ci réagit avec l'amidon. Ça nous donne l'apparition de la couleur bleue. Ces deux titrages-là vont être faits en triplicata, donc vous allez avoir 3 volumes pour chacun, ce qui va vous permettre de trouver vos concentrations par la suite. Pour le titrage de l'acidité totale, un titrage acido-basique classique, donc on fait réagir l'acide qui H3+ avec notre base qui va être NaOH, sous forme de OH- dans notre réaction. Lorsqu'on se retrouve avec un surplus de OH-, celle-ci va réagir avec la phénophtaline pour nous donner une belle petite couleur rose. Dans le fond, si on résume au niveau de qui va se retrouver où pendant notre titrage, pour nos 2 premiers titrages, on a l'iode qui se retrouve dans la burette avec le thiosulfate et le jus qui vont se retrouver dans l'Erlène, tandis qu'au niveau de notre titrage pour l'acidité totale, on a le NaOH qui est dans la burette et le jus de raisin qui va se retrouver dans notre Erlène meilleure. Il faut faire attention. Pour l'acidité totale, on a une particularité, c'est-à-dire que l'acidité totale comprend à la fois l'acidité, les H3+ provenant de la vitamine C, ainsi que ceux provenant de l'acide citrique. Okay? Donc, pour trouver, nous, la concentration en acide citrique, on va devoir tenir compte de la concentration de la vitamine C qui est présente ici, puis faire une soustraction entre l'acidité totale et la vitamine C. Maintenant, petit point à réfléchir pour vous. Vous allez devoir aller regarder, il y a combien de H3+ qui est présent dans la vitamine C et dans l'acide citrique. Parce que ça va venir influencer la concentration finale pour notre acide citrique. Donc, c'était la première petite partie du vidéo, qui est peut-être la partie un petit peu plus théorique. Ça va être important d'aller revenir à cette vidéo-là éventuellement pour être certain dans notre discussion qu'on fait la bonne analyse par rapport aux concentrations qu'on a trouvées. La prochaine partie, c'est Élise qui va vous parler un petit peu des incertitudes pour nos différentes étapes, nos différents instruments qu'on a utilisés. Puis après ça, vous allez voir Daniel qui va faire carrément les expériences. Je vais faire jouer ça encore un petit peu. On se reparle dans quelques minutes. Si vous avez des questions par rapport à ce qui se passe à l'écran, n'hésitez pas à me les écrire ou lever la main si vous voulez les poser. On va essayer de régler ça là, au fur et à mesure. Bonjour tout le monde, c'est mon tour maintenant. Je vous présente les incertitudes sur les instruments que vous allez utiliser, puis la concentration de la solution de thiosulfate. Donc, vous avez les données ici, les incertitudes sur les pipettes, celle de 10 ml, celle de 25 ml. Pour le premier titrage, la standardisation de l'iode, on va utiliser 10 ml de thiosulfate qu'on va titrer avec l'iode. Pour les autres titrages, en fait, pour le titrage de la vitamine C dans le jus, ce sera 50 ml qu'on va prendre, donc 2 fois la pipette de 25. Et pour le titrage de l'acidité totale, ce sera 10 ml. Vous retournerez voir dans votre protocole pour valider ces informations-là au moment de rédiger votre rapport. Maintenant, pour la solution de thiosulfate,
Comme d'habitude, on vous donne la façon dont la solution a été préparée, donc la masse de thiosulfate de sodium et le volume dans lequel ce solide-là a été dissous. Donc, ce sera à vous de calculer la concentration de thiosulfate et son incertitude. Salut, c'est à mon tour cette fois-là. Là, je vais faire la démo de la standardisation de notre iode avec le thiosulfate. On va mettre un petit peu de colorant à l'amidon ici. On va mettre un petit push. Un petit peu plus. Voilà. Et la couleur qu'on va obtenir, c'était un petit bleu pâle. Donc là, je vais y aller. Bon, vous allez voir que je suis pas trop d'accord avec le bleu pâle, mais bon. Vous voyez, la couleur commence à apparaître. On va y aller doucement. Vous voyez, ça c'est un bleu qu'on veut. Fait que c'est là que je dis que moi et Daniel, on n'a pas la même définition de bleu pâle. Là, c'est les résultats qui vont être présentés par Dominique. Ils vont apparaître très rapidement. Ce vidéo-là, je le rappelle, il est disponible. Fait que vous irez revoir la vidéo pour être capable de prendre en note les résultats. C'est les résultats que vous allez utiliser pour faire votre rapport. Là. Okay? Voici donc les premiers résultats, celui du premier titrage, soit celui de la standardisation de la solution d'iode. Donc, pour calculer la concentration de la solution d'iode. Bon, maintenant qu'on a dosé le thiosulfate, on va pouvoir doser la vitamine C dans notre jus. On a mis 50 ml de jus. On va prendre l'iode. Encore une fois, on va utiliser un colorant à l'amidon. Là, ça devrait être beaucoup moins d'iode qu'on va utiliser. La couleur arrive, fait qu'on va y aller très doucement. Voilà. Voici les résultats pour le second titrage, celui de la vitamine C dans 50 ml de jus. Alors, dans ce tableau-là, vous retrouvez les volumes d'iode. Bon, cette fois-là, la deuxième partie de l'expérience, c'est de doser l'acidité dans le jus. Fait que c'est 10 ml de jus. On va prendre la phénylphthaléine comme colorant, puis le NaOH est dans la burette. Quelques gouttes. Là, c'est le titrage classique. On veut un petit rose pâle. Voilà. Voici donc les derniers résultats, celui du troisième titrage, celui où est-ce qu'on a mis 10 ml de jus dans l'air laine et qu'on a titré avec du NaOH dans la burette. Ce NaOH a une concentration de 0.200, plus ou moins 0.004 mol par litre. Remarquez aussi que Bob, le squelette, respecte les mesures d'hygiène du gouvernement. Pendant 20 secondes.
Donc, c'était notre petit vidéo. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon. Mon maudit YouTube en autoplay. J'ai un petit son qui est parti dans mes écouteurs. Je me demandais ce qui arrivait. Tout va bien. Donc oui, on a eu bien du fun à faire cette vidéo-là. Dans le fond, on était chanceux. On s'est donné rendez-vous au cégep la journée avant que le gouvernement là, ferme complètement tout. Fait qu'on a eu le temps de filmer ça. Puis le lendemain, on s'est reçu un courriel comme qu'on n'avait absolument plus le droit de revenir au cégep. Fait qu'il y a un autre petit vidéo aussi qui a été faite sur les courbes de titrage. Donc, il y a un petit travail qui va être à faire là, plus tard qui va compter pour 5% de votre note de labo. Une autre vidéo là, d'une dizaine de minutes là, qu'on va mettre en ligne bientôt. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les consignes concernant la vitamine C. Je vais juste retrouver mon fichier. Consignes pour le rapport de labo. Donc, voici. C'est assez gros, ça? Ouais, je pense que ça a de l'allure. Donc, consigne pour la rédaction du rapport de laboratoire sur la vitamine C avec les résultats qu'on vient de montrer. Rapport qui vaut pour 10%. Puis il y a déjà un 5%, donc qui est à remettre ce soir, avant minuit, si je ne me trompe pas. Donc, pour un total de, dans le fond, 15% là, qui est accordé à ce rapport-là. Votre intro de 5% n'a pas besoin d'être dans votre rapport. Fait que vous allez commencer directement votre rapport à la section tableau parce que l'intro a déjà été faite et remise. Ce labo-là ressemble énormément au labo numéro 1 qui a été fait. Okay? Donc, le labo numéro 2 est vraiment pas dans la même optique. C'est un labo de cinétique qui est complètement différent. Les tableaux sont différents, les calculs sont différents, la discussion est différente. Là, c'est vraiment le feedback du labo numéro 1 que vous devez aller regarder. Okay? Donc, vous avez en théorie, si à moins que vous les ayez brûlés, vous avez encore ces rapports-là en votre possession. Allez regarder les tableaux que vous avez fait à ce moment-là. Allez regarder le feedback que Catherine, c'était elle là, qui l'avait corrigé, vous a fait. Puis tenez vraiment compte de ces commentaires-là pour réaliser votre rapport numéro 3. Okay? Donc, des tableaux de titrage comme vous avez fait pour votre rapport numéro 1. Ce qu'on a mis comme titre puis comme tableau sur le tableau blanc pendant la vidéo, là, c'est pas du tout les tableaux de résultats qu'on s'attend. Là. Ça, c'est vraiment juste pour présenter ce que vous avez comme résultat. Là. Fait que vous irez voir ce que vous avez fait dans votre tableau, dans votre rapport numéro 1. Calcul d'incertitude, calcul de titrage sous forme des min-max. Encore une fois, si ça s'est bien passé au labo numéro 1, vous pourrez carrément prendre ce que vous aviez fait dans vos calculs, faire un copier-coller, puis ajuster vos valeurs, puis vos étapes là, pour votre labo numéro 3, puis vous avez déjà une bonne partie de la job de fait. Là. Okay? Ce qu'on vous demande, c'est calculer la molarité de la vitamine C, calculer la molarité de l'acide citrique. Donc, la molarité de la vitamine C, c'est à l'aide des 2 premiers titrages. La molarité de l'acide citrique, c'est à l'aide du 3e titrage. Pour ce qui est de la concentration de la vitamine C, on aimerait aussi que vous la convertissiez en milligrammes de vitamine C par 250 ml de jus. Parce que on va vous demander de faire la comparaison avec la valeur théorique qui est énoncée sur l'étiquette nutritionnelle du jus, c'est-à-dire 60 mg par 250 ml de jus. Donc, est-ce que la concentration que nous, on a titrée, ça correspond bel et bien à la valeur théorique? On vous donne une valeur théorique que vous pouvez comparer avec. Ensuite, on vous demande de discuter de la concentration de la vitamine C et de son incertitude et de parler des sources d'erreurs et améliorations qui sont possibles. Donc, tableau 3 points, calcul incertitude 4 points, discussion 3 points pour un total de 10%. Comme je vous ai dit, ces 2 premières parties-là, en théorie, sont déjà presque faites. Vous avez votre labo numéro 1, allez chercher ça, partez de ça comme point de départ, puis allez améliorer ensuite ce que vous avez fait au labo numéro 1. Ça devrait bien se passer, ce labo-là. Là. Okay? Vous n'avez pas vraiment d'excuses. Votre labo est pratiquement déjà fait. Là. Okay?
Si vous avez des questions concernant les commentaires que vous avez reçus pour la correction du Labo 1, vous pouvez me les envoyer. Si vous voulez vous améliorer, ça va me faire plaisir de tout le temps vous aider là-dedans. Là. C'est ma job de prof. M'arranger que vous soyez les meilleurs, que vous deveniez les meilleurs possibles. On essaie fort, on travaille fort là-dessus. Ensuite, bon, les petits petits flaflas habituels, conclusion présente, si c'est absent à moins 0.5 points. Médiographie, biographie, on demande le style ISO 690 numérique, qui est la même chose qu'on demandait dans l'intro. Petit rappel comment organiser ça dans Word, là, dans l'onglet références en haut. Vous avez les styles de référence. Nous, on vous demande de sélectionner ISO 690 qui est référence numérique. Puis après ça, bon, ben, si je veux insérer une référence après pagination, par exemple, je peux faire insérer une référence, ajouter une nouvelle source et là, remplir les informations. Ça va automatiquement m'ajouter une référence selon le style de référence que j'ai demandé. Donc, moi, par exemple, ici, je vais sélectionner ISO 690, référence numérique. N'oubliez pas de paginer, n'oubliez pas votre page titre et les mêmes consignes là, qu'à l'habitude pour écrire notre texte de nature scientifique. À remettre dans une semaine à partir de maintenant, donc avant vendredi prochain, minuit. OK? C'est rapide une semaine, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, ces deux sections-là sont pratiquement déjà faites. Il faut juste changer les valeurs que vous avez puis corriger les petites fautes que vous avez faites par rapport au labo numéro 1. Fait que c'est vraiment plus la discussion que vous allez devoir vous attarder, mais c'est une discussion qui est très, très courte. On ne devrait vraiment pas dépasser une page de texte pour la discussion. Là. Il n'y a pas grand-chose que ça à dire. Si vous m'en dites plus qu'une page, c'est parce qu'il y a beaucoup de sauce là-dedans. Et Guillaume n'est pas un fan de sauce. Okay? Donc, essayez de limiter le tout. On va aller droit au but, puis il n'y a pas de flafla, s'il vous plaît. Je pense que ça conclut pas mal ce qu'on avait à faire pour ce matin. On a terminé le chapitre 4. On sait où est-ce qu'on s'enligne pour le rapport. Il va juste nous rester le chapitre 5 à voir dans les 2 prochaines semaines. L'objectif, là, c'est de se garder peut-être une petite semaine à la fin pour faire la révision en vue de l'examen final. Écoute, qui sait, peut-être... en théorie, si on parle d'un retour en classe le 4 mai, peut-être serons-nous en personne, peut-être que non. Mais le plan, c'est que d'ici 2 semaines, on ait terminé notre chapitre 5, puis qu'on soit prêt à faire pas qu'on soit prêt à faire l'examen final, mais qu'on ait terminé la matière en vue de l'examen final. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. L'enregistrement va être mis en ligne là, au cours de la journée. Donc, vous allez pouvoir retourner regarder ça. Pour ce qui est du vidéo sur la vitamine C, je rappelle qu'il est déjà en ligne avec le document de consigne qui, lui aussi, est déjà en ligne. Donc, cela dit, on se reparle mardi prochain, mardi après-midi, pour le début de chapitre 5. Si vous avez des questions d'ici ce temps-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mio. Si vous aimeriez avoir une rencontre comme ça, puis qu'on se parle de vive voix à la place de s'écrire, faites juste me demander, me donner une dispo que vous aimeriez qu'on se fasse une petite rencontre. Puis on pourra se parler de vive voix. C'est peut-être plus facile des fois de répondre à des questions ou d'avoir une discussion là, que s'envoyer des mios en back and forth. Des fois, c'est un petit peu moins... c'est quand même pratique de se texter de même, mais des fois, c'est plus pratique de se parler aussi de vive voix. Donc, j'arrête l'enregistrement.